président Blaise Sangaré, il est là, dans nos murs. Françoise Courtin, présente. Alexandra Wisniewski, présente. Régis Fisselman, présent. Cécile Escobar, présent. Avec Nicolet, présent. Béatrice Marcussi, présent. Josiane Carpentier, présente. Maxime Kayadjanian, présent. Awa Fofana est présente, donc. Thierry Thibault, à présent, voilà. Salah Setuli a donné pouvoir à Joël Motil. Nadir Gagui a donné pouvoir à Bruno Stary. Kaltoum Rojli, présente. Dominique Lefebvre, présent. Marc Denis a donné pouvoir à Lina Corvin. Hervé Chabert, présent. Marie-Françoise Arré, présente. Rachid Bouch a donné pouvoir à Rachid Bouch. À toi. À Françoise Courtin. Claire Benoît a donné pouvoir à Régis Hitzelman. Joël Motil est présent. Nadia Atroubi-Safsaf a donné pouvoir à Maxime Kayadjanian. Bruno Stary est présent. Arun Nadia est présent. Anne Levaillant est présente. Soria Le Greb a donné pouvoir à Melika Yebdri. Sadek Abrous a donné pouvoir à Marie-Françoise Arouet. Moustapha Diouf est présent. Basitali Mougamadou Bougari a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon. Radia Leroul n'est pas là. Absente. Thierry Sibiud. D'accord. Pouvoir. Voilà. Tatiana Priez est présente. Mohamed Traoré est présent. Ebiami est présent. Armand Payet est présent. Sandra Marta est présente. Jacques Vasseur est présent. Marénique Pau. Pouvoir. Tatiana Priez. Marie Beril est présent. Marie-Isabelle Pomander est présent. Et Jean Mauclair est présent. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, le premier point de l'ordre du... Alors, première information, hein, l'exposé des motifs numéro 27, signature du protocole de coopération ville-conseil départemental du Val d'Oise est retiré, parce qu'il y a encore quelques ajustements et on le proposera au mois de juin. Premier point donc de l'ordre du jour, c'est la présentation de la motion donc, que je vais lire, qui est une motion qui est à date... une motion de la majorité municipale au sujet de la loi Asile et Immigration. Donc je lis le texte. Je pense que normalement tous les conseillers autour de cette table ont eu cette motion. Donc une meilleure intégration des étrangers demandeurs d'asile en France est une nécessité. Or, le processus en cours est notoirement insatisfaisant. La CIMAD, la Ligue des droits de l'homme et de nombreuses associations, collectifs et membres de la société civile nationaux et sergissois se mobilisent contre le projet de loi Asile et Immigration actuellement en débat au Parlement, dont l'un des objectifs est pourtant de construire une politique publique du parcours migratoire respectant les idéaux démocratiques de la France. Plusieurs dispositions de ce projet de loi sont condamnables et iniques. Réduction de 30 à 15 jours du délai de recours à la Cour nationale du droit d'asile. Augmentation de 16 à 24 heures de la durée de retenue administrative pour vérifier le droit au séjour. Augmentation de 45 à 90 jours de la durée maximale de la rétention administrative, y compris les enfants. Ces dispositions fragiliseront encore davantage les réfugiés que les conditions souvent traumatiques de l'exil, la perte de repères et la précarité sociale rendent déjà particulièrement vulnérables. S'agissant de la rétention des enfants, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France à plusieurs reprises pour traitement inhumain et dégradant, rappelle « La situation d'extrême vulnérabilité des enfants est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal. Nous estimons que le premier acte d'une meilleure intégration des étrangers est celui de l'accueil des demandeurs d'asile. Il est nécessaire d'aménager des centres d'accueil partout en France, et si je puis me permettre, l'actualité est là encore aujourd'hui, aujourd'hui pour nous le rappeler, accompagnés par tous les services publics répondant aux besoins des nouveaux arrivés, afin de leur permettre de rassembler tous les documents nécessaires à leur demande d'asile dans le respect de la dignité humaine. La commune de Cergy a démontré qu'il était possible d'accueillir des demandeurs d'asile dans de bonnes conditions. L'expérience locale pourrait être utile à l'amélioration de la prise en charge des étrangers demandeurs d'asile. Le nombre de demandeurs d'asile augmentera dans les prochaines années pour des raisons tant géopolitiques, économiques que climatiques.
En conséquence, l'État français doit, avec tous les pays concernés, renforcer sa politique de codéveloppement et d'intégration et la mener à l'aune de ses idéaux démocratiques. Le conseil municipal de la ville de Cergy porte haut et fort ces principes. C'est pourquoi il mandate le maire pour transmettre ses motions aux parlementaires, au préfet du département et aux médias, afin que le contenu du projet de loi respecte les conditions d'accueil décentes auxquelles les migrants ont droit. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Payette. Bien, merci Monsieur le maire, chers collègues. La question que vous soumettez ce soir sous la forme d'une motion en débat au sein de ce conseil municipal est une question, bien sûr, toutes les questions qui sont visées ici sont des questions importantes, mais celle-ci l'est beaucoup plus encore, parce que on ne parle pas simplement d'un sujet d'actualité, on ne parle pas simplement d'un sujet qui permet potentiellement de traiter les difficultés d'accueil et d'intégration que nous avons connues ces derniers mois. On parle d'un sujet qui doit nous préoccuper et doit nous intéresser pour de nombreuses années à venir. Et la capacité de notre pays et de notre territoire à remplir leurs devoirs à l'égard de celles et ceux qui sont déplacés de leur lieu d'origine et qui cherchent refuge pour des questions qui sont climatiques, économiques, où il y a des conflits, eh bien cette capacité-là, elle doit être éternelle, parce que c'est l'histoire de notre pays qui nous l'impose, c'est notre honneur qui nous y oblige. Et donc, je crois que le contexte aujourd'hui nous impose quelques rappels. Le premier rappel, c'est que ces mouvements migratoires, je l'ai dit, n'ont pas vocation à s'arrêter parce qu'ils sont protéiformes. Un certain nombre de personnes aujourd'hui quittent leur pays par la force des conflits qui les ravagent. Un certain nombre d'autres fuient la misère que ces conflits peuvent provoquer, ou encore ce que les catastrophes naturelles provoquent sur leur territoire. Et ces deux flux de migration n'ont pas vocation à s'arrêter, parce que les conflits, par essence, malheureusement, sont multiséculaires et touchent toutes les régions du globe. Mais les difficultés qui sont liées au changement climatique, elles ont vocation non seulement à ne pas s'arrêter, mais à même s'amplifier. Et on sait que tout le pourtour de l'océan Indien est menacé. On sait qu'une bonne partie des îles et des territoires qui sont dans l'océan Pacifique sont menacés. Et donc, il y a un certain nombre de dizaines de millions d'individus qui seront condamnés à quitter le territoire où ils sont nés, où ils ont grandi, pour aller chercher refuge ailleurs. Donc cette question, elle nous concerne toutes et tous. Et on vit aujourd'hui encore un moment historique, comme de nombreuses nations ont vécu par le passé des moments historiques, et il faut savoir prendre ses responsabilités. On a deux options. Il n'y en a pas, je crois, beaucoup d'autres. Deux options. La première, c'est de croire qu'on peut échapper à ces mouvements qui nous emportent tous. Fermer nos frontières, fermer les yeux et attendre que les choses se passent ailleurs, chez les autres. C'est une option. C'est une option qui, dans les démocraties occidentales, peut donner le sentiment de gagner du terrain. On voit bien ce qui se passe en Italie aujourd'hui, dans les votes qui ont été exprimés il y a quelques semaines par les Italiens. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne il y a maintenant quelques mois. On connaît le résultat des élections dans des pays comme la Hongrie et la Autriche, ou même aux Pays-Bas. On sait qu'il y a cette tentation de la négation, qu'il y a cette tentation du refus du moment présent et du refus de tendre la main. C'est une option, mais cette option, elle n'est pas heureuse,
parce que, au-delà du fait qu'elle démontre le peu d'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes qui sont concernées, elle ne s'inscrit pas non plus dans un cercle vertueux de croissance et de partage pour toutes et pour tous. La deuxième option, c'est donc de prendre ses responsabilités. Et nous, dans cette équipe, nous croyons que notre responsabilité, à l'aune de ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'étaient les valeurs de la France et ce qu'est l'histoire de notre ville ici à Cergy, notre responsabilité, c'est de créer les conditions pour que l'accueil de toutes celles et tous ceux qui sont menacés sur leur territoire, pour les différentes raisons que j'ai évoquées plus tôt et qui sont reprises dans la motion, pour que leur accueil soit le plus digne possible. Et donc le sujet aujourd'hui, si on est tous d'accord là-dessus, et peut-être qu'il y aura des voix discordantes, bien que j'en doute, le sujet, c'est que nous organisions les conditions de cet accueil, pour que nous ne soyons pas simplement dans la déclaration d'intention, mais pour que nous puissions nous assurer que celles et ceux qui viendraient à trouver refuge sur notre territoire, et à Cergy en particulier, puissent vivre dignement sur notre territoire. Et quand on voit la façon dont des milliers de migrants ont été entassés, ici et là sur le territoire national, on ne peut que le déplorer. Ces images-là ne font pas honneur à notre pays. Voir ces images-là ne peuvent pas, évidemment, nous réjouir. Et donc, notre responsabilité, c'est qu'à chaque fois que nous en avons l'opportunité, y compris dans ce conseil municipal, de rappeler des valeurs, de rappeler quelle est notre histoire, de rappeler ce à quoi nous tenons, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire donc pour organiser les moyens d'accueil, et il faut le faire parce qu'il y a aussi des mesures qui, parfois, sous le couvert de bonnes raisons administratives, sont particulièrement dangereuses et mortifères. Je pense aux circulaires de décembre 2017, à travers laquelle le gouvernement demandait à ce que des personnes sans domicile fixe soient fichées, à travers laquelle le gouvernement demandait à ce que dans les centres d'hébergement, on fasse la liste de ceux qui étaient les bons hébergés et ceux qui n'étaient pas les bons hébergés. Et donc, là encore, quand je parle des conditions d'accueil, on doit se pencher sur ce type de questions, sur ce type de sujet, pour s'assurer que celles et ceux qui viennent sur notre territoire, eh bien, ne soient pas traités de cette façon indigne, qui consiste, quand elles n'ont pas de toit, à les ficher pour les expulser encore plus rapidement. Je termine mon propos ainsi en disant que nous voterons cette motion parce que nous considérons qu'elle répond aux valeurs de notre République, qu'elle répond à ce qu'est l'histoire de Cergy, terre d'accueil, et en tant qu'élus de Cergy, nous y sommes particulièrement attachés. C'est pour ça que nous défendons cette ville, et c'est pour ça que nous voulons que cette motion soit adoptée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Dominique Lefebvre. Oui, merci Monsieur le maire. Je crois qu'effectivement ce débat au sein de notre conseil municipal est important et je me félicite que cette motion soit proposée et si je comprends bien, et je l'espère donc, votée à l'unanimité du conseil municipal. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Armand Payette, dont j'ai pris bonne note, et notamment sur la partie qui renvoie au-delà de la prise de position politique qui est la nôtre, qui correspond aux valeurs de la ville, sur ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Dans le cas d'espèce, ce que nous faisons, nous, c'est que quand nous sommes sollicités par l'État, nous répondons. Nous l'avions fait en septembre 2016, 2015, lorsque le président de la République avait proposé que la France accueille un certain nombre de migrants qui étaient à l'époque accueillis en Allemagne, et nous l'avons fait à l'île de Loisirs, nous l'avons toujours assumé. Il y a eu à l'époque quelques voix discordantes, mais elles ne s'expriment pas autour de cette table, donc c'est une très bonne chose. Et je veux rappeler surtout que nous le faisons aujourd'hui.
budget mis à disposition de l'État, qui après l'a juridiquement réquisitionné, notre ancienne patinoire d'agglomération. Et même si je disais avant-hier soir au préfet que pour l'instant ça me fait 100 000 € de dépenses remboursées Rubière-sur-Longue par l'État, mais que j'ai un problème avec la contractualisation parce que ça me fait des dépenses en plus alors que l'équipement serait fermé, je crois que nous pouvons tous nous féliciter qu'il y a en permanence aujourd'hui 200 migrants accueillis à Cergy-Pontoise, dans le cœur de Cergy-Pontoise, au cœur de Cergy, et que cela ne provoque aucun débat et aucun incident. Et comme pour beaucoup d'autres choses que nous faisons, nous parlons des migrants, mais on aurait pu parler d'autres situations ou structures de solidarité que souvent un certain nombre d'élus refusent. Je pense, j'étais l'autre jour à la porte ouverte d'Ensemble. Si toutes les communes faisaient comme nous, on aurait peut-être moins problème de mise à l'abri, parce qu'il y a les migrants, mais il y a tous les autres. Alors on sait très bien que quand on parle des migrants, il y a à la fois une inquiétude forte de nos populations, toutes nos populations, et notamment celles issues de l'immigration, et puis que nous avons d'autres problèmes à traiter. Et je crois que parce que je vois aussi parfois les polémiques naître en disant vous faites ça, mais en réalité vous faites rien, et puis derrière vous tournez le dos. Je crois qu'effectivement, nous avons cette capacité à Cergy et à Cergy-Pontoise d'accueillir et dans de bonnes conditions. Nous le faisons à Cergy, mais je le rappelle que nous le faisons également aujourd'hui à Saint-Ouen-l'Aumône. Nous sommes une agglomération de 200 000 habitants qui avons 2 centres aujourd'hui permanents d'accueil de migrants. Et donc, Alain Richard avait pris cette décision. La communauté d'agglomération a financé l'installation du camp de migrants à Liesse et nous l'avons aussi à préfecture. Donc, je pense qu'en l'espèce, cette motion n'est pas qu'une pétition de principe, elle traduit aussi des actes que nous avons posés, que nous avons assumés politiquement, et qui, je m'en félicite, non seulement ne posent aucun débat dans la ville, mais je crois finissent par faire consensus, et c'est aussi ce travail que nous devons faire, je rappelle, auprès de nos concitoyens, parce que vous avez fait référence, M. Payet, à les situations de l'Italie, on en parlait d'ailleurs hier soir en tête-à-tête, mais c'est vrai que dans la situation actuelle de l'Italie, on voit bien qu'il y a 3 sujets. Il y a bien évidemment l'écart entre le nord et le sud, il y a le rejet du système, et il y a la question migratoire, parce que l'Europe a laissé largement l'Italie seule face à la question migratoire. Et dans aucune démocratie, on ne peut balayer ça d'un revers de main. Donc dans la question qui est posée, je veux le préciser aussi, la question n'est pas de savoir s'il faut ou pas maîtriser les flux migratoires, il faut le faire. Mais il faut le faire avec des procédures, il faut le faire avec des discours, et il faut le faire avec des propos qui permettent de tenir tous les bouts de la chaîne. Et je redis bien à tous les collègues ici, nous ne pouvons pas être non plus en France dans une situation où nous faisons n'importe quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait éviter, dans certains propos, et notamment ceux du ministre de l'Intérieur, qui est hélas un ancien socialiste, mais il l'a fait à plusieurs reprises, sur des thématiques pour justifier cette politique qui reprenait de la rhétorique de l'extrême droite. Et en particulier au Sénat, sur cette déclaration qui consiste à dire qu'un migrant, ça fait du benchmarking quand il est en Libye dans les camps à moitié violés pour voir dans quel pays européen il va. Je pense que Gérard Collomb aurait pu faire l'économie de cette mesure, parce que là, pour le compte, non seulement ce gouvernement à ce moment-là prend des mesures qui portent atteinte au droit et qui lui font perdre rapidement le soutien que le président de la République avait eu dans sa campagne électorale, parce qu'on s'en souvient de ce qu'était la campagne électorale. On ne peut pas en parler avec le député du coin qui, si j'ai bien compris, n'était pas là pour voter au moment de voter le texte. Enfin, il n'a pas voté contre non plus. Mais c'est vrai qu'être parti sur ce quinquennat en critiquant la politique menée par François Hollande et Manuel Valls pour aboutir à cette situation aujourd'hui, il y a évidemment tromperie sur la marchandise, et plus grave, je pense que les discours tenus, notamment par Gérard Collomb, finissent par alimenter ce vote populiste qui existe et dont on verra d'ailleurs aux prochaines européennes qui sera extrêmement important. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important, Monsieur le maire, mes chers collègues, d'avoir une position claire sur un texte qui est parfaitement mesuré et que nous devons, je crois, adopter et surtout derrière diffuser en expliquant politiquement notre position
population de Cergy. Y a-t-il d'autres interventions? Keltoum Rojdi. Merci, monsieur le maire. Je ne vais pas reprendre ce que vient de dire Dominique Lefebvre ou Armand Payette, puisque je partage complètement leur point de vue. Moi, c'est vrai que cette loi Asile et Migration, c'est une vraie connerie du gouvernement, une atteinte à la dignité humaine. Et pour reprendre ce qu'a dit Dominique, sans rentrer dans les détails, elle a été quand même adoptée à 228 voix, avec 139 contre et 24 abstentions. Aujourd'hui, cette loi, elle ne représente pas la majorité des citoyens, en tout cas des Cergissois. Cergy, c'est une ville-monde, c'est une ville qui accueille. On l'a dit, on a accueilli pas mal de réfugiés. C'est des hommes, c'est des femmes qui ont des droits. Et au niveau de la France, la valeur de la République qui est l'égalité, cette motion, elle est là et elle y fait référence. Je tiens aussi quand même à dire que l'accueil qui est fait sur notre ville pour ces personnes, c'est un accueil qui est fait au niveau politique, mais il y a un vrai travail des associations. Le tissu associatif a beaucoup contribué, contribue encore aujourd'hui au quotidien, et c'est important de les saluer, de rendre hommage à tout le travail de ces bénévoles qui œuvrent pour leur faciliter le quotidien, parce que c'est pas facile. Ces personnes ont fui leur pays et personne ne quitte son pays, ne quitte ses racines si il n'y est pas contraint. Donc effectivement, benchmarking ou autre, enfin voilà, j'adhère pas du tout. J'ai été déçue quand je l'ai entendu, mais c'est pas la première fois que le gouvernement actuel me déçoit. En tout cas, cette motion, elle représente Cergy, elle représente la ville, elle me représente en tant qu'élue et elle représente, je pense, une majeure partie, et serait-ce même la totalité du conseil municipal. Et je conclus juste en disant hommage à toutes les associations de notre territoire qui œuvrent au quotidien. Merci. Merci. D'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, permettez-moi de conclure très rapidement. La force de cette ville est de savoir accueillir. Accueillir sans exclusive, accueillir sans opposer les précarités. Et on l'a très bien dit, nous l'avons fait en 2015 lorsque il fallait accueillir les premiers réfugiés syriens et irakiens qui ont passé par Munich. Accueillir, et on l'a fait cette année avec l'ensemble qui est avec l'Expéré 95, un accueil de jour, un accueil de nuit pour les SDF, et globalement avec toutes les associations qui font les maraudes nécessaires, notamment dans un ancien hôtel qui est proche d'ici. Donc vous voyez, la ville de Cergy sait faire, et permettez-moi de le dire, je le pense, c'est bien faire, avec l'ensemble des associations. Après, nous avons un débat qui est de dire il n'y a pas que la ville de Cergy qui doit accueillir. Toutes les villes, de mon point de vue, doivent participer à cet élan national. Et c'est bien ce qu'on dit ici, dans le texte, c'est que certaines villes le font, mais si toutes les villes le faisaient aujourd'hui, nous serions peut-être en meilleure situation pour accueillir les migrants. Et je partage le point de vue de dire que ce n'est que le début. L'Afrique va croître de 50% en termes de population d'ici 2030. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire une migration forte, très forte, dans les prochaines années. Et que mettre les barrières sera mortifère à la fois pour les pays africains, mais à la fois pour les pays européens. Et donc, c'est au niveau, bien sûr, de la France, mais au niveau de l'Europe, qu'il nous faut construire l'accueil nécessaire à ce mouvement migratoire. Et je ne rajoute dans ce mouvement migratoire que lié à l'explosion démographique et aux conditions politiques. Il y aura bien évidemment, et ça commence à arriver notamment au Sénégal, ça commence à arriver dans un certain nombre d'autres îles,
fait que l'on ait une migration climatique qui sera de plus en plus importante, et ça touchera également des Français. Pour ceux qui connaissent les Antilles, vous apercevez que les plages, année après année, disparaissent. Donc, la situation est devant nous. Et je pense toute l'importance de cette motion, et je me félicite, mais je n'en doutais pas, je me félicite qu'elle soit représentative du conseil municipal, parce que cette ville, vous le savez tous et tous, est une ville qui s'est construite avec des personnes qui sont venues du monde entier. Et que cette force, et on le voit tous les jours, cette force, elle s'exprime aussi dans la solidarité de ses habitants. Et donc je pense que nous sommes ici les bons représentants des Cergissois. Et donc je vous remercie. Donc bien évidemment ce texte, ce sera la motion du conseil municipal et il sera diffusé à l'ensemble des quotidiens locaux et je pense qu'on aura quelques expressions pour la presse si ce sujet-là intéresse notre presse locale, mais ça c'est un autre sujet. Je vous remercie. On peut mettre au vote, mais je pense qu'on me vote, mais il y a globalement, donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Alors, j'ai oublié de nommer le secrétaire de séance, c'est Béatrice Marcussi qui sera secrétaire de séance. Merci, elle a commencé à prendre les notes, c'est très bien. Et donc, je vous propose maintenant de présenter le rapport du médiateur. Donc, Michel Joguet, c'est l'exposé des motifs numéro 38. Thierry peut-être pour introduire... Une petite introduction, parce que Michel Joguet est ici présent ce soir pour présenter le rapport du médiateur. Pour l'histoire, le 1er octobre, c'était le 1er octobre 2015 que le conseil municipal de la ville de Cergy, excusez-moi, ça s'est éteint, et là, du coup, j'ai plus mes notes, a autorisé le maire de la ville de Cergy à mettre en place la fonction de médiateur, et donc de nommer un médiateur chargé de recevoir et de traiter les sollicitations des usagers. C'était une promesse de campagne, et la mairie a mis en place un service qui s'appelle la Drusie, parallèlement, qui est la direction des relations aux usagers. Le médiateur est compétent dans tous les domaines qui relèvent de la compétence de la commune, hormis les places en crèche et les décisions de dérogation scolaire qui sont dans les deux cas décidées en commission, et ainsi que le logement d'ailleurs, oui. Enfin, ça dépend. Voilà. Le conseil, chaque année, le médiateur établit un rapport qu'il remet à l'autorité territoriale qu'il a nommée. Ce rapport est donc rendu public. Il comporte une analyse des saisines et fait également apparaître des propositions d'amélioration afin d'obtenir une meilleure qualité du service rendu aux usagers et prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs. Voilà, je vais laisser la parole à Michel Joguet. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors effectivement, juste pour relever Thierry, le logement fait partie de la compétence du médiateur. Il n'y a que ce qui est en commission, puisque ce sont des commissions pluridisciplinaires, dérogation scolaire et les crèches. Alors la présentation va être relativement rapide, puisque j'espère que tout le monde a lu le rapport qu'ils ont reçu, plus les propositions. Alors, pour être relativement rapide, le rôle du médiateur, il a deux rôles. Un, c'est de recevoir on va dire entre guillemets, les réclamations des Cergissois, des associations, des entreprises qui sont sur le territoire, parce qu'ils ont un petit souci avec l'administration. Et son deuxième rôle, c'est de pouvoir proposer des préconisations à monsieur le maire et à son administration par rapport à ce qu'il a pu entendre, voir et étudier. Les propositions ne sortent pas comme ça d'un pur hasard.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans ce rapport, et je pense que c'est ça le plus intéressant, on a choisi de faire 2016-2017, parce que 2016 était un peu court, il n'y avait que 15 demandes, ce n'était pas très significatif. En réunissant 2016-2017, c'est déjà un peu plus significatif. Alors si vous avez un peu lu, 2016, 15 demandes, 2017, 35. Voilà. On a plus que doublé. Alors qu'est-ce qui a fait que ça a doublé? D'abord, il y a une visibilité plus grande des habitants qu'il existe un médiateur communal, hein, puisque moi je m'occupe que de la partie conflit entre, et ça je le répète, hein, les habitants et l'administration. Donc, si on regarde un peu très rapidement, 2016, je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je suis bloqué sur 2015. 2016, on avait 15 demandes, et sur les 15, si on regarde un peu les thèmes, hein, puisque les thèmes sont toujours à peu près les mêmes, il y a la réorientation, le logement, l'urbanisme, la crèche, le cadre de vie. En 2017, c'est à peu près la même chose, mais les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. En 2016, on avait surtout de la réorientation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réorientation? C'est toute personne qui saisit donc le médiateur de la ville, mais c'est un sujet qui ne concerne pas forcément la ville, qui pourrait concerner le département, et dans ces cas-là, je renvoie auprès de la médiatrice du département 95, qui pourrait concerner un fournisseur d'électricité, d'énergie, et je le renvoie auprès de mon homologue de l'énergie, et ainsi de suite, la CAF, le conseil régional, puisque j'ai eu un cas pour le conseil régional. Voilà, plusieurs choses de ce type. En deuxième, on a le logement, en troisième, on a l'urbanisme, et en troisième, on se retrouve avec, non, troisième l'urbanisme, et en quatrième, l'éducation. Alors l'éducation hors commission scolaire, puisqu'il arrive que des fois, les gens saisissent le médiateur puisqu'ils ont des petits soucis, mais ils ne rentrent pas dans le cadre des commissions, puisque les commissions soit sont passées, très souvent ça revient de là. 2017, on a à peu près la même chose, simplement on a tout de même pratiquement triplé. Quoi dire sur 2017? C'est le logement en tête, évidemment. Alors pourquoi je dis évidemment? Parce que tout le monde autour de cette table connaît très bien le sujet du logement sur la ville de Cergy, hein, je parle du logement social. On est sur une ville qui est un peu tendue. Alors je voudrais tout de suite préciser que les personnes qui viennent me voir pour le logement, c'est pas pour une demande de logement, c'est pas pour court-circuiter le système d'attribution des logements, ça je veux tout de suite le préciser, c'est parce qu'ils ne comprennent pas forcément toujours, et d'ailleurs on verra pourquoi les préconisations à la fin par rapport à cette question, ils ne comprennent pas forcément toujours comment on attribue, hein, puisque je rappelle que tous les logements sociaux, c'est pas la ville qui les attribue, loin de là. Donc il y a beaucoup de pédagogie, hein, je fais beaucoup d'explications pour bien leur dire voilà, hein, aujourd'hui je travaille beaucoup en lien avec la DSPE, et puis je voudrais remercier son directeur qui est présent et ses services, parce qu'il me donne la possibilité de pouvoir échanger beaucoup. Et je sers aussi d'interface parce que, pour la petite anecdote, les services logement très souvent demandent des documents complémentaires aux personnes, et ils ne viennent pas forcément. Et quand ils me saisissent, et puis que le service logement m'explique qu'il manque des documents, moi je les demande, et c'est assez bizarre, mais ils arrivent très rapidement. Donc je fais un petit peu l'interface, mais au moins je m'assure que le dossier est complet, et après il suit son cours, il retourne dans le circuit. C'est un peu comme pour les membres de crèche que j'ai pu avoir à un moment. C'est pareil, je m'assure que les dossiers sont à jour, et ils retournent dans les circuits. Voilà. Moi sur ces deux sujets-là, je n'interviens pas du tout. Je fais un peu l'intermédiaire. Donc ça, c'était les chiffres. Les préconisations. Alors, il y en a une qui est venue par évidence, c'est celle de la traçabilité des demandes de logement et une meilleure information des usagers.
Ce que je viens d'expliquer, les usagers qui déposent des demandes de logement n'ont pas, au bout d'un certain temps, ou ont perdu l'information, ou n'ont pas forcément tout compris le système d'attribution. Et je pense qu'on pourrait faire un petit document, comme il a existé il y a une époque pour les crèches, un petit peu, on va dire un peu plus factuel, un peu pédagogique, qui permet de rappeler comment fonctionne le système. Je signale tout de même que tous les dossiers qui sont présentés sont examinés par une commission interne auquel est associé un certain nombre d'élus, y compris des élus de l'opposition, si j'ai bien compris, donc sous une forme anonyme, donc c'est quelque chose de très transparent. Ça, moi, ça me va très bien. Par contre, plus de pédagogie, donc essayons de trouver un document qui peut aider un peu tout le monde. La même chose pour les crèches, hein. Les dernières demandes que j'ai eues en crèche, les gens, c'est pareil, ne comprennent pas comment on attribue ces histoires d'ordre d'arrivée, par ordre d'arrivée et tout. Je pense que là aussi, il y a un petit travail à faire. Globalement, et je suis très surpris, mais très satisfait, les Cergissois n'ont pas tant de réclamations vis-à-vis de leur administration. Et ça, c'est un point tout de même qui n'est pas négligeable. N'apparaît pas dans ce document, parce que c'est vraiment mineur, c'est le fait des non-réponses. Il y en a quelques-unes. Hein. Des gens sont venus me voir parce qu'ils n'ont pas eu de réponse d'administration, donc ils ne comprennent pas. Donc là, après, je pars en renseignement, j'essaie de comprendre, et puis à la fin, l'administration rend une réponse. Après, elle leur convient pas, ça c'est un autre débat. Et si elle leur convient pas, ils peuvent venir me revoir pour comprendre, et dans ces cas-là, j'y retourne et je recommence. Et l'une des dernières préconisations, j'ai écrit Cergy Écologie Ville Durable, développer des démarches participatives autour de la qualité du cadre de vie. Moi, je souhaiterais, mais ça se fait déjà, qu'on positive un petit peu, puis qu'on demande aux habitants de participer un petit peu à leur cadre de vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par cadre de vie? Ça n'a échappé à personne que de temps en temps, nous avons quelques encombrants, quelques baves qui débordent, qui sont de la compétence de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, mais les habitants ne comprennent pas de qui, de quoi. Et il est vrai que si on pouvait les sensibiliser un peu plus et les rendre responsables eux-mêmes, ça éviterait peut-être cette surcharge, hein, de voir de temps en temps dans cette ville des baves qui sont pleines et qui débordent. Peut-être que l'agglo aussi pourrait faire ce type de travail et de positiver un petit peu ces habitants de façon à ce qu'ils se prennent un petit peu en main. Alors après, moi je propose une forme, mais les services font comme ils veulent, il existe déjà plein de dispositifs, et je pense que si on croise tout ça, il y a quelque chose à faire, et à faire de très intéressant. Alors, moi je vous propose quelques questions, mais pas beaucoup. C'est pas que je ne veux pas y répondre, mais vous avez un ordre du jour qui est un peu chargé, et je ne veux pas non plus encombrer cette séance, hein, puisque je remercie monsieur le maire de m'avoir permis de présenter, et je le ferai tous les ans, de présenter ce rapport. C'était pour moi la première fois, premier exercice, donc pas si simple que ça. À part ça, pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, 1 ou 2, 3 maximum, je suis preneur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Thierry, tu veux conclure? S'il n'y a pas de questions? C'est pas une question que je souhaite poser, c'est une remarque que je souhaitais faire, sans manquer de respect au médiateur, bien entendu. C'est essentiellement sur la forme. C'est essentiellement sur la forme, parce que monsieur le médiateur nous dit qu'il est très satisfait du fait qu'il y ait peu de demandes à l'égard de l'administration municipale, hein, puisque c'est essentiellement de ça dont il s'agit. C'est surtout parce que les habitants ne connaissent pas le dispositif. Parce que si je n'étais sollicité que 35 fois sur 1 an et demi, en tant qu'élu d'opposition, j'aurais beaucoup de quoi m'inquiéter. Donc vous imaginez bien que le nombre de personnes qui ne sont pas satisfaites des réponses qui leur sont faites par l'administration municipale est bien plus important
que les 35 personnes qui vous ont sollicité. Et donc, qu'il y ait motif de satisfaction pour vous de les avoir reçus, je le comprends très bien. Cela ne veut malheureusement pas dire que les choses fonctionnent sur les 66 000 habitants. Et donc j'en profite pour dire que au Conseil départemental, nous avons présenté la semaine dernière le rapport de la médiatrice. Si l'édito qu'elle avait écrit était de la même teneur que celui que vous avez écrit, je crois que nous aurions eu des réactions très politiques en assemblée départementale, puisque vous écrivez que la médiation, les instances de démocratie, la vie citoyenne constituent un axe fort de la politique du maire, que Jean-Paul Jandon estime en effet capital que les Cergy-Soises et les Cergy-Sois soient associés, l'équipe municipale s'est donc engagée, etc. etc. C'est alors que de mon point de vue, vous devriez être dans une posture très neutre à l'égard de la majorité et évidemment de l'opposition pour défendre les intérêts de ceux qui recourent aux services de médiation pour faire tampon entre l'administration municipale et les citoyens, plutôt que ce choix d'objectivité, en lisant votre édito, c'est un satisfecit que vous adressez à la majorité municipale. Or, je ne crois pas que ce soit le rôle du médiateur municipal que d'être dans cette posture-là. Je comprends l'édito du maire et évidemment la directrice des services. La teneur du vôtre m'interpelle davantage. C'était une question de forme, je ne veux pas polémiquer davantage. Et bien sûr, je m'arrête là. Thierry? Oui. Ah, si, c'est moi qui vais peut-être répondre. Donc, je remercie Michel pour le rapport que tu as fait. Concernant les 35 demandes, je pense que là, effectivement, je pense que c'est à la mairie de faire connaître le médiateur. Et là, pendant toute l'année qui est passée, je crois que là, il n'y a pas à redire par rapport à ça, puisque partout dans la gazette municipale, ça a été relayé, et qu'il y avait possibilité donc, pour les gens de s'adresser au médiateur de la ville de Cergy. Alors je dirais, effectivement, on peut dire 35, c'est peu, mais aussi en même temps, Monsieur Payette, je pense que 35, c'est aussi, comment dire, ça représente une catégorie de gens, on sait très bien que les dossiers qui sont présentés, notamment pour l'éducation, sont des dossiers qui vont revenir, et le travail que a fait Michel vis-à-vis de la municipalité, c'est justement d'alerter quand il y avait souci par rapport à des réponses que l'usager ne comprenait pas et que auxquelles l'administration n'avait pas pensé, parce que effectivement l'administration a des réponses, l'usager ne comprend pas forcément la réponse qui est faite, et là je dirais que c'est un rôle, bien souvent un rôle d'accompagnateur, hein, notamment quand ça va s'élargir au CCAS. Beaucoup de gens ne comprennent pas les réponses de l'administration, ce qui est normal, hein. L'administration, elle a son rôle à jouer, et l'usager doit être accompagné dans cette démarche. Donc, voilà, je remercie Michel de cette présentation. Merci. On peut se féliciter d'avoir mis en place un médiateur au sein de cette collectivité. Je me souviens que dans plusieurs bulletins du journal Ma Ville, il y a eu une information, il y a même, je pense, toujours une information dans le journal Ma Ville. Il y a eu également une information sur le site de la ville, donc on a, je dirais, globalement le niveau de communication qui est satisfaisant. Et je me félicite aussi le fait qu'au niveau des services, il y ait peu finalement de recours. Après, si M. Payet, vous êtes sollicité, et comme tout à chacun, ce n'est moins sur les recours, la façon dont les services répondent que globalement le fait qu'à un moment donné, on explique, il y a une commission d'attribution pour les places en crèche, 2, il y a une commission d'attribution pour les logements, et qu'en dehors de ces 2 commissions, il n'y a pas de possibilité. Et il y a aussi une commission pour les dérogations. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est vrai que pour une partie des gens, ce refus ou le fait de passer dans ces commissions peut, de mon point de vue, poser un certain nombre de problèmes. Mais
et ce qui est surtout évoqué, c'est les relations entre l'administration, les réponses de l'administration par rapport aux citoyens. Et à ce niveau-là, on peut considérer que les réponses de l'administration par rapport aux citoyens sont plutôt, je dirais, sont même très positives, dans le sens où il n'y a finalement, et dans les demandes que j'ai pu voir que lorsque le rapporteur m'a présenté son rapport, bien souvent, on est lié à des problèmes d'attribution de logements qui sont, comme vous le savez, toutes et tous, principalement le fait, 1, du 1% logement, 2, du DALO avec la préfecture, et globalement, si je ne me trompe pas, on a dû attribuer 70 à 80 logements l'année dernière. Ça, c'est la réalité, et je pense que c'est important d'avoir ces éléments en tête pour bien comprendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et là encore, comme le sujet d'avant, il faudrait que toutes les villes participent à la construction de logements et à la construction de logements sociaux. Ce qui nous permettrait, entre autres, que 4 villes de la communauté d'agglomération puissent globalement respecter la loi SRU. Aruna. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voudrais juste compléter les propos de monsieur Thibault en ce qui concerne donc le chiffre des usagers qui saisissent donc le médiateur municipal. Donc effectivement, il nous a rappelé à juste titre qu'en 2016, le chiffre était de 15 et en 2017, il a quasiment doublé. Je peux aussi comprendre qu'au regard du nombre total d'habitants de Cergy, ce chiffre peut paraître pour l'opposition assez dérisoire, parce que nous aussi, les élus, nous sommes saisis. Mais bon, ce chiffre, il va certainement, et c'est certain, il va augmenter. Parce qu'à l'heure où les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées, à l'heure où le cadre légal réglementaire est toujours aussi complexe pour les habitants qui ont besoin de pédagogie, le médiateur l'a dit à juste titre, il est plus que nécessaire donc qu'il y ait de la pédagogie, de l'explication. Et c'est une culture dans la thématique rapprochement des usagers avec son administration, pour qu'il y ait une meilleure confiance avec la collectivité territoriale. C'est une culture que l'administration et les usagers doivent s'approprier. Et donc, comme l'a dit Thierry Thibault à juste titre, il faudrait que nous aussi, dans la ville de Cergy, on puisse communiquer avec beaucoup plus de puissance, qu'il y a un tiers impartial qui est présent pour leur expliquer ces décisions administratives qui peuvent leur paraître nébuleuses. Et enfin, sur la position du médiateur envers son conseil municipal, moi je tiens juste à rappeler qu'il respecte le statut du médiateur, qui est donc prévu dans la charte des médiateurs, l'association des médiateurs de France. Donc il est impartial, et il est indépendant, et il respecte ce statut. Et nous, conseil municipal, nous veillons à ce qu'il respecte ce statut-là, parce qu'il y va aussi de notre crédibilité. Voilà, je vous remercie. Juste un dernier point d'information, et par rapport à ce que vient de dire Arunadia, c'est le fait que la dématérialisation des actes, de l'ensemble des actes, va entraîner obligatoirement une croissance des problèmes entre l'administration et le citoyen. Et la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est comme on veut l'entendre, c'est la mise en place du PIMS qui permet entre autres de résoudre ces problèmes-là, puisque finalement c'est l'accompagnement des personnes qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de le faire, de pouvoir le faire. Le PIMS est complètement plein et saturé. Donc on voit bien que le fait d'avoir mis en place cet équipement-là correspondait à une demande, et que cette demande-là, aujourd'hui, répond pleinement à la demande. Et donc ça fait partie aussi des exemples que d'autres villes pourraient mettre en place, parce que ce mouvement-là va s'accélérer avec la dématérialisation. Donc je vous propose de prendre acte, puisque là il s'agit du rapporteur. Et maintenant on passe à l'exposé motif en débat, adoption de la charte de fonctionnement du Conseil des seniors, Josiane Carpentier. Nous avions précédemment, lors d'un conseil municipal, évoqué le conseil des seniors. C'est maintenant un fait. Le conseil des seniors existe, il fonctionne.
Il fonctionne bien puisque il y a déjà eu les premières commissions de travail. Donc je vous rappelle que le Conseil des seniors c'est une instance de production, de coproduction, c'est une instance de projet, c'est une instance de consultation et ça ne doit pas, comme nous l'avons connu précédemment avec les autres entités, comme par exemple les conseils de quartier auxquels j'ai eu le plaisir de participer. Le plaisir, prenez ça au second degré parce que je les ai vus s'étioler, faute d'encadrement, faute de démotivation des participants, donc à regret. Et puis on a eu après l'expérience des CIL, donc sous une autre forme, encadrée par les services techniques, sous forme de commission, avec beaucoup d'autonomie des seniors. Nous avons donc décidé de partir dans cette aventure. Voilà. Donc nous présentons ce soir le règlement intérieur et la charte des seniors au conseil municipal. Merci. Qui souhaite prendre la parole, Monsieur Vasseur? Merci, Monsieur le maire. Alors, Cergy est une ville jeune, mais évidemment, les jeunes vieillissent. J'en suis un exemple. Je suis arrivé ici en 83. Enfin, c'est quand même 1983. Alors, les seniors sont en majeure partie dynamiques, quelquefois sportifs, mais surtout bénévoles. Cette assemblée, le conseil municipal senior, se devra d'être une force de proposition, d'action, et devra bien évidemment proposer des projets afin d'améliorer la qualité de vie de toutes les générations. Culture, loisirs, santé, intergénérationnel, environnement, vie dans la ville, bref, un laboratoire d'idées, vous l'avez dit vous-même. Nous pensons que cette assemblée devrait pouvoir bénéficier d'un minimum de matériel, entre autres du matériel informatique, tablettes, comme les nôtres un petit peu, du moins pour les titulaires, permettant un travail plus rapide et mieux organisé entre eux. De même, il nous paraît important que les séances plénières se déroulent dans cette salle, puisque c'est un conseil municipal. À l'examen des participants au conseil, on peut constater, c'est dommage, que tous les quartiers ne soient pas représentés. Personne au Toulouse. Par contre, 2 groupes à Saint-Christophe, Horloge, Aix-Majeur. Les quartiers sud sont peu représentés. Alors la question, est-ce que vous avez fait un tirage global ou vous avez fait un tirage par quartier? Pour ce qui est du règlement intérieur, il est bien évident que la liberté d'expression et le respect mutuel doivent être de mise. Également, bien entendu, la neutralité religieuse et politique. Nous approuvons bien sûr la mise en place de ce conseil, mais nous pensons que la nomination d'un président ou d'une présidente serait une bonne chose. Cela devrait être le garant de la neutralité de cette assemblée. Et les séances plénières devaient être assurées, animées par ce président ou cette présidente élue par ses pairs. Alors, j'ai toute confiance en Josiane Carpentier, je le dis ici, pour ce qui est de l'impartialité. Mais nous posons ici les bases d'un règlement qui doit aller en principe au-delà d'une mandature, et pour nous, l'élu devrait être présent qu'à titre d'observateur et pour répondre aux questions et pour faciliter l'action des membres de cette assemblée. Josiane Carpentier. Bien. Alors je vais lâcher un peu mes papiers et comme j'ai souvent l'habitude de le faire, je vais vous répondre avec mes propres mots. Voilà. Donc, le Conseil des seniors n'est pas, je parle en notre nom, puisque bien sûr, nous nous sommes concertés avec Monsieur le maire, mais si je dis des bêtises, Monsieur le maire me reprendra. Le Conseil des seniors n'est pas et ne sera jamais une vitrine.
Le Conseil des seniors est une instance participative. Et ça fourmille d'idées. Alors, ils sont là parce qu'ils l'ont voulu. Ils étaient tous volontaires. Ils ont posé leur candidature. Il y a eu 185 candidatures. Au départ, il nous fallait 32 conseillers. Donc on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas renvoyer tous ces gens chez eux, ils sont motivés, ils veulent faire des choses, ils veulent participer au travail de cette ville. Ils veulent apporter la richesse de leurs idées et de leur travail à cette ville. Donc on a choisi de nommer des titulaires et des suppléants, ce qui nous permet d'avoir une continuité. Et il nous reste même derrière encore un nombre assez impressionnant de candidats, ce qui va nous permettre au fur et à mesure des retraits par contrainte ou par volonté, d'aller rechercher les gens qui s'étaient présentés. Et monsieur le maire leur a d'ailleurs promis de les tenir informés au fur et à mesure de ce qui se passait. Voilà. Qui fait qu'on ne veut laisser personne sur la touche. L'élection, la nomination, appelez ça comme vous voulez, s'est faite dans cette salle du conseil municipal. Tout le monde était réuni. Et quand je vous dis tout le monde, c'est l'ensemble des candidats. Il y avait un huissier et ça a été tiré par quartier. Donc, s'il n'y a pas de candidat, s'il n'y a pas de membre élu sur un quartier, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de candidat. Vous savez comme moi, Jacques, combien il est compliqué d'aller sortir les gens de chez eux quand ils ne le veulent pas. Donc, si au Toulouse, on n'a pas eu de candidat, bah forcément, au Toulouse, on n'a pas de conseiller. Bon. Si dans un autre quartier, on avait beaucoup de candidats, bah, effectivement, le groupe est plus important. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Vous m'avez parlé du matériel informatique. Alors, dans une des commissions de travail qui a été choisie par les seniors, il y a la qualité de vie. Bien sûr, la fracture informatique, ça a été un grand sujet. Comment est-ce qu'on se sert d'un ordinateur? Comment est-ce qu'on se sert d'un téléphone? Il y a des forums informatiques qui sont organisés par le CCAS. Il y a des formations gratuites qui sont organisées pour les seniors. Et bien sûr, très très vite, lors des commissions, les seniors vont arriver avec leur tablette. Voilà. Les séances plénières, bien oui, les séances plénières, nous y tenons. Et d'ailleurs, ça a été adopté, finalisé, travaillé par l'ensemble du Conseil des seniors. La séance plénière sera présidée par l'élu. Tout simplement parce que tous ces gens qui fourmillent d'idées, et moi j'ai des souvenirs pas très lointains encore des conseils de quartier. Voilà, j'ai commencé à travailler à Cergy par les conseils de quartier. Et on avait des débats, mais on se disait, mais qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va monter jusqu'en haut? Est-ce que ça va se savoir, ce qu'on fait là dans cette salle de façon intimiste? Alors, c'était su, c'était pas su. Nous, conseillers de quartier, on ne le savait pas. Voilà. Or là, on va avoir des gens qui ont travaillé au minimum une fois par mois, parce que si c'est nécessaire, ils reviennent plusieurs fois. Mais au minimum, ils se voient une fois par mois en commission. Là, ils sont aidés par les services techniques pour construire quelque chose de solide, quelque chose de concret. Et puis, en plénière, ils vont présenter leurs demandes, leurs projets, qu'ils auront construits ensemble, sans notre intervention, ni celle de monsieur le maire, ni la mienne. Et puis, pour que ces gens aient une réponse, pour qu'ils ne repartent pas déçus, démotivés, eh bien, il va bien falloir être capable de dire, écoutez, ce que vous nous présentez, oui, c'est intéressant, oui, on va le faire, parce qu'on a les moyens humains, techniques, financiers, c'est un beau dossier, eh bien, continuez à le travailler et revenez dans 3 mois, les services techniques vont vous épauler et on va voir comment on va y arriver. Voilà. On est là pour ça. Notre rôle, c'est de dire c'est réalisable ou ça n'est pas réalisable.
Je ne conçois pas de faire travailler des gens pendant un trimestre sur un projet qu'ils auront conçu ensemble, de ne pas leur donner une réponse au bout de 3 mois, leur dire écoutez, stop, là, c'est pas réalisable, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas de moyens humains, financiers, on ne pourra pas, en tout cas, pas pour l'instant. Voilà, il faudra mettre ça un peu en éveil et travailler sur autre chose. Ce sont des gens qui viennent, oui, travailler avec toute leur énergie, avec tout ce qu'ils peuvent donner à cette ville, et nous ne voulons pas les décevoir. Or, envoyer les gens avec des réponses et pas avec des questions, je trouve que c'est beaucoup plus constructif. D'autres questions? Et monsieur Vasseur? Oui, alors, bien évident, il faut encourager les gens, pardon, il faut encourager les membres de cette assemblée. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est bien que vous soyez présente sur les assemblées plénières pour les conseiller et évidemment pour répondre aux questions. Mais je reste persuadé que la nomination d'un président ou d'une présidente qui amène les débats est important. Voilà. Je reste sur ma position. Mais évidemment, il faut qu'il y ait l'élu, moins d'élus, pour pouvoir répondre à leurs questions, pour leur dire ça on peut pas, ça voyez avec les services, etc. Ça c'est évident. Mais je pense que la nomination d'un président ou d'une présidente, je reste sur ma position et je pense que ça serait... Ok, je vais conclure sur le sujet. Alors, deux, trois points. Sur le tirage au sort, je vais modifier un petit peu ce que tu as dit, puisqu'il y avait 8 quartiers, et donc il y avait bien sûr le quartier de Lorey-du-Bois, et dans le quartier de Lorey-du-Bois, vous avez 3 îlots. Et pour ce quartier-là, de tête, il y a eu un titulaire, un suppléant, puisque c'était en dessous de 75 ans ou 80 ans, et un titulaire, un suppléant au-dessus de 75 ans, 80 ans. Donc, qui représentait le quartier. Et en fonction du poids de chacun des quartiers, 80 kg, 10 Cécile, je ne sais pas, du poids, il y avait un nombre de représentants. Donc tout ça a été fait de manière, je dirais, à ce que ce soit représentatif à la fois des 8 quartiers de la ville et à la fois du nombre de population, nombre d'habitants dans ces quartiers-là. Tout ça a été fait par un tirage, je dirais, alors on pourrait dire des mains innocentes, mais je ne sais pas si les enfants ont des mains innocentes, mais par les enfants qui étaient là, du conseil de l'école juste à côté. Tout ça en la présence d'un huissier, et nous n'avons pas choisi les personnes, et quand vous regardez le nom des personnes choisies, vous apercevez très bien que nous n'avons pas choisi le nom des personnes. Voilà. Hein, voilà. Donc ça, c'est extrêmement... Non, mais j'essaie de bien expliquer la règle. Après, permettez-moi d'intervenir sur le thème de impartialité ou partialité, et que Josiane Carpentier soit quelqu'un qui soit impartial ou partial. Je pense que globalement, on se situe au-dessus. Au-dessus. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est globalement qu'il y ait un conseil des seniors qui existe maintenant, qui représente, je pense, l'évolution de cette ville, et qui fait qu'on s'attache à toutes les populations de la ville, à toutes les populations de la ville, à tous les quartiers de la ville. C'est ça la dynamique telle qu'elle est, et que ce soit Josiane, Mustapha ou moi-même, il y aura la même impartialité. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est la façon dont nous avançons ici. Vous le savez bien, vous êtes dans les commissions. Il fut un temps que vous réclamez d'être dans les commissions, vous êtes dans les commissions. Donc voilà, on essaye globalement d'associer le plus possible pour éviter ces moments de suspicion qui ne sont pas dans nos têtes. Alors je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors,
on a toute une série de délibérations. Je vous propose de passer comme à l'habitude. Donc, exposé numéro 1, donc indemnité du conseil du receveur municipal. Juste pour information, nous avons baissé le montant de l'indemnité, parce que globalement, considérons qu'à la fois les dotations de l'État baissant comme je dirais, comme tous les ans, il était normal que quelque part l'indemnité baisse également. Je pense que ça fait partie d'une même logique, de gestion. Deuxième point, donc, exposition approbation du compte-rendu annuel d'activité à la collectivité locale de la SPLA au sujet du lotissement de la Croix-Petit. Majorité pour. 3. SPLA, Sergi Pontoise, le rapport du mandataire pour l'année 2017. Il s'agit de prendre acte. Numéro 4. Avis de Sergi sur la modification du plus de Vauréal. Majorité pour. 5. Avis de Sergi sur modification du plus d'Éragny-sur-Oise. Majorité pour. Attribution d'une subvention à l'association 4 City. Donc jusqu'à la 12, unanimité. 13, modification de la carte scolaire suite à la livraison prochaine de logements sur le quartier Axe-Major-Horloge. Majorité pour. Attribution de subvention coopérative des écoles. Donc s'il n'y a pas d'autres... on bat tous les records aujourd'hui, hein, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc unanimité. Contrat de ville 31, donc rapport d'utilisation des déçus et F, le fonds de péréquation d'Île-de-France, fonds social. Voilà. Abstention, majorité pour. Donc 32, on l'a passé en débat. Attribution, donc 33, attribution de subvention de soutien aux associations, ateliers d'apprentissage de français, maîtrise de langue, voilà. Pour oui, d'accord. Donc unanimité. Idem pour la 34, hein, association œuvrant égalité femmes-hommes. Unanimité. Modification du tableau des effectifs. Majorité pour. 36, création d'organes consultatifs communs entre la ville et le CCAS. Majorité pour. Attribution d'une subvention 2018 à l'association de la pause de sport. Pour le personnel. Donc, unanimité. Donc, 38, nous avons pris acte. 39, autorisation donnée au maire de signer l'avenant numéro 1 du mobilier de bureau à la fourniture et au montage de mobilier pour les besoins de la ville. Donc, majorité pour. 44, attribution de subvention à l'association relative aux anciens combattants. Oui. C'est une réaction rapide pour profiter de ce moment solennel pour rendre hommage à André Clapier, président de l'association des anciens combattants de Cergy, qui a beaucoup œuvré pour cette ville. Je ne veux pas parler trop longuement, mais nous souhaitions prendre ce moment un peu formel et solennel pour lui rendre à nouveau hommage. Je vous remercie pour cet hommage. Comme vous le savez, la ville et bien sûr un certain nombre d'élus présents ont accompagné André dans ces derniers moments, et c'est vrai que ça me restera, je pense, toute ma vie, au moment où c'est rare quand je témoigne lors des commémorations un moment pour une personne, et je l'ai fait à ce moment-là et il venait de mourir. C'est quand même assez... Il y a des moments qui sont comme ça, des moments étranges de la vie. Voilà, donc bien évidemment nous partageons votre positionnement, et je pense que globalement nous regrettons tous le fait que c'était un homme engagé et qu'il ne soit plus pour continuer à défendre les combats qui lui étaient chers et qui sont des combats chers pour nous, qui est le devoir de mémoire entre autres. 45, modification de la composition de la commission vie sociale et services à la population. Majorité pour. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la décision du maire du 12 à 27? Il n'y en a pas, je vous remercie. Oui. D'accord, ok. Ça sera pris en compte dans le vote. De la
même façon, pardon, pour le fil sur les enfants de la réussite, c'est vrai qu'on est passé un peu vite. D'accord, ok. Non prise de participation au vote pour Mohamed Lamine Traoré. D'accord, très bien, c'est pris en compte et je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon, tout ça est fait. Tout ça est fait.